I think we're going to first hear from Anna, and then we will open the discussion. Good morning, everyone. Thank you, Ms. Ardito, for your insightful presentation. And I'd like to thank the organizer for allowing me to partake to this program. I will switch to French for my presentation, which addresses le droit international au secours du patrimoine culturel marin et côtier face au changement climatique. L'être humain ne saurait se défaire des liens qui l'attachent à la nature. Elle est la source de sa subsistance et il partage avec elle les périls qui la menacent. À ce sujet, un proverbe samoan, Alogotai wa logo uta, affirme que ce qui est ressenti dans l'océan l'est aussi sur la terre ferme. Ces mots trouvent un écho sinistre à l'heure du changement climatique. La communauté internationale a pris conscience de cet enjeu dans les années 1980 et a établi des accords et des institutions pour organiser la coopération. Néanmoins, celle-ci accuse d'un manque d'efficacité notoire. Dans son 6e rapport de synthèse de mars 2023, le GIEC a souligné un ambition gap dans la formulation des objectifs et un implementation gap dans leur réalisation, signalant que l'objectif plafond de 1,5 degré pourrait être dépassé dans le siècle à venir. Les conséquences de cette crise planétaire sont aujourd'hui bien connues. Les changements climatiques perturbent l'environnement global et menacent l'ensemble de la vie sur Terre, mais se font particulièrement ressentir sur les océans, en témoignent notamment leur acidification, la hausse du niveau de la mer ou la disparition à venir de certaines îles à travers le monde. En août, le secrétaire général de l'ONU avait émis un SOS mondial à ce sujet. Du fait de la dépendance de l'homme sur son environnement, ces conséquences pèsent sur les signifiants culturels, tant matériels qu'immatériels, liés à ces milieux côtiers et marins. À l'image, par exemple, de la grande barrière de corail de Venise ou de pratiques culturelles propres aux populations insulaires. Le patrimoine culturel est une notion complexe à définir. Selon la rapporteure spéciale dans le domaine des droits culturels, Fatima Bennoun, elle se référerait à l'ensemble des ressources qui rendent possibles les processus d'identification et de développement culturel des personnes et des groupes, et que ces derniers, de façon implicite ou explicite, veulent transmettre aux générations suivantes. Certains éléments du patrimoine, en tant que vivier de bonnes pratiques et de solutions fondées sur la nature, pourraient contribuer à la gouvernance des changements climatiques. Ainsi, l'appréhension des signifiants culturels par le droit international dans le contexte de cet enjeu global implique de considérer leur double nature, faisant de la culture tant un objet de protection qu'un outil actif de lutte climatique. Si les États ont saisi par le droit des enjeux globaux comme la protection de la couche d'ozone, par exemple, tel n'est pas le cas de la montée du niveau de la mer, ni de la menace climatique pesant spécifiquement sur les signifiants culturels. Cette observation ne saurait toutefois condamner au défaitisme. En effet, la richesse normative du droit international permet d'adresser les nouveaux enjeux globaux dans l'attente de développement. Ainsi, l'analyse du cadre juridique applicable aux questions culturelles, dans le contexte de la crise climatique, contribuerait à clarifier la gouvernance de cet enjeu et à considérer des perspectives de développement normatif pour rendre le cadre applicable plus adéquat pour protéger le patrimoine culturel face aux urgences de notre temps. En ce sens, s'attarder sur l'appréhension du patrimoine culturel marin et côtier dans ce contexte nourrirait la réflexion sur le droit en général. L'analyse de ce cadre juridique conduit à un constat nuancé. Si un vaste patchwork de normes s'applique au patrimoine culturel marin et côtier dans le contexte des changements climatiques, sa mobilisation ne saurait suffire pour assurer une justice climatique à l'égard des signifiants culturels et des développements normatifs additionnels s'avèrent nécessaires à ce jour. Voyons dans un premier temps l'identification possible d'un cadre normatif applicable à la protection du patrimoine culturel côtier et marin face au changement climatique. Le droit international est en effet outillé pour garantir la protection du patrimoine culturel marin et côtier. Il fournit un cadre pour exiger une certaine conduite des États, mais également des fondements juridiques pour rechercher des responsabilités et des réparations. D'une part, comme je viens de le mentionner, le droit international est au service de la protection de la culture côtière et marine face au changement climatique. Cette protection peut reposer sur un panel de normes internationales hétéroclites. Je limiterai mon propos aux sources majeures. Certaines abordent spécifiquement le patrimoine. En raison de leurs champs d'application spatiaux et matériels disparates, elles semblent toutefois n'offrir qu'une protection inégale des signifiants culturels,
faute de conventions globales les abordant sans distinction. La Convention concernant la protection du patrimoine mondial opte par exemple pour une approche sélective visant des éléments inscrits sur une liste restreinte, souvent critiquée par son eurocentrisme. Elle a été complétée par des conventions sur la diversité culturelle, le patrimoine immatériel ou encore le patrimoine subaquatique. Néanmoins, comme l'a souligné Madame Clémentine Bory, ces normes encadreraient davantage l'identification du patrimoine que sa protection concrète et pêchent par leur manque de contraintes et d'efficacité. Enfin, un consensus doctrinal semble bien établi quant à l'absence d'obligation coutumière de protection du patrimoine en temps de paix. Le patrimoine culturel marin, inscrit dans son environnement naturel, bénéficie par ricochet de la protection de celui-ci. Les accords climatiques exigent l'adoption de mesures d'atténuation et d'adaptation qui contribueraient à la préservation de la culture humaine. Par ailleurs, des travaux précurseurs ont très tôt avancé un lien avec la partie 12 de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, notamment quant à la prévention de la pollution et la protection du milieu marin. Une interprétation confirmée en mai par le Tribunal international du droit de la mer. Il existe également des accords régionaux dédiés au littoral et aux aires marines, ainsi qu'un principe coutumier exigeant une diligence pour prévenir tout potentiel dommage transfrontière. En somme, le droit international de l'environnement, à travers son approche fragmentée de ces enjeux, offre un patchwork de normes pour soutenir le patrimoine culturel côtier et marin. Par ailleurs, les normes de droit international des droits de l'homme imposent des standards contraignants de protection qui pourraient soutenir l'ambition climatique. La garantie de la liberté de participation à la vie culturelle, exigée par l'article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, est un atout déterminant pour la protection du patrimoine côtier et marin. Comme l'a souligné Madame Bory dans ses travaux, elle s'étend à tous les signifiants culturels sans distinction et constituerait en ce sens un droit de l'homme syncrétique au service d'une protection globale de la culture. Elle est renforcée par ailleurs par la consécration des droits culturels dans les systèmes régionaux interaméricains et africains. Par ailleurs, certains signifiants culturels se distinguent parce qu'ils relèvent de groupes et d'individus particulièrement vulnérables. L'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques s'attarde ainsi sur la culture des minorités, spécifiquement. Celle des peuples autochtones jouit aussi d'une protection renforcée à travers l'article 33 de la déclaration afférente. Et c'est aussi le cas des enfants par le biais de la Convention dédiée à leurs droits, qui veille aussi sur leur participation à la vie culturelle. La culture humaine bénéficie aussi de la protection d'autres droits fondamentaux par ricochet, tels que le droit à un environnement sain, bien affirmé au niveau régional, qui pourrait fonder des revendications en la matière, ou encore du droit à la vie privée ou du droit à l'autodétermination. Enfin, parce que la mise en œuvre du droit international environnemental repose principalement sur les initiatives normatives de l'État, le rôle déterminant des sources de droit national dans la préservation du patrimoine ne saurait être occulté. Manifestement, un cadre de protection existe. Néanmoins, l'ambition n'est pas au rendez-vous et il est évident que les pertes culturelles seront inévitables en pratique. Ainsi se pose la question de l'attribution des responsabilités à l'égard des dommages, des préjudices issus de ces échecs. Le droit international peut être mobilisé pour la réparation des pertes et préjudices climatiques de cultures côtières et marines. Le droit de l'environnement, face à la complexité de certains préjudices environnementaux, comme ceux par exemple issus des hydrocarbures en mer, présente des régimes spécifiques visant à distribuer les responsabilités et les charges de réparation, en liant les opérateurs privés, en fixant une garantie étatique en cas d'insolvabilité et en établissant des fonds. Néanmoins, ni les pertes et préjudices climatiques, ni la montée des eaux ne bénéficient d'une lex spécialiste pour organiser la responsabilité en la matière. Si l'article 8 de l'accord de Paris aborde la question des réparations, il ne fonde aucune obligation contraignante pour les parties, mais préconise l'appui, la coopération en matière de pertes et préjudices. Par ailleurs, l'introduction de ce pilier d'action climatique a été accompagnée par une réserve générale dans la décision de COP adoptant l'accord, précisant que ledit article ne peut donner lieu ni servir de fondement à aucune responsabilité ni indemnisation. Néanmoins, tant les travaux de la doctrine que les déclarations des États formulées à la ratification des accords climatiques confirment que ces précisions ne sauraient exclure l'applicabilité de sources parallèles pour rechercher des réparations. À ce jour, il n'existe aucune affirmation coutumière générale d'un droit à la réparation pour les victimes de violations de droits humains.
les principes formulés en la matière restent recommandatoires. Néanmoins, les États ayant ratifié des instruments contraignants sont tenus par des obligations et la jurisprudence des organes supranationaux s'appliquerait dans l'hypothèse d'une affaire sur les menaces subies par le patrimoine culturel côtier et marin. Il existe des bases solides pour offrir des réparations équitables à de potentiels requérants. L'on peut citer les mesures non pécuniaires de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, les recommandations de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en faveur de modifications dans les législations nationales, ou encore celle du Comité des droits de l'homme formulée de manière à aiguiller les États vers la conformité et à donner satisfaction aux victimes. Les conclusions de ce dernier sur l'affaire des îles Torres confortent dans l'idée que, dans une affaire croisant la montée des eaux et les droits culturels, l'on pourrait voir recommander des garanties de non-répétition, une indemnisation adéquate, des consultations avec les parties lésées ou encore un suivi dans la mise en œuvre. Au-delà des garanties de droit international des droits de l'homme offerts aux individus, l'on peut également considérer les principes de réparation assis par le droit international général à travers le projet d'article sur la responsabilité de l'État pour faits internationalement illicites. Il exige la cessation du manquement et la garantie de sa non-répétition, puis la restitution, l'indemnisation ou la satisfaction équitable. La commission des réclamations Érythrée-Éthiopie avait par exemple abordé la destruction de la stèle de Matara. La lex generalis jouait donc un rôle déterminant, potentiellement, en matière de pertes culturelles. Le droit international peut saisir l'impact de la crise climatique sur le patrimoine culturel côtier et marin à travers l'opposition d'obligations primaires et l'invocation de normes secondaires, pour traiter de responsabilité et de réparation. Néanmoins, face à l'inadéquation du cadre applicable et à l'accélération de la menace, la quête de justice climatique s'érige comme un impératif urgent. Voyons à présent, dans un second temps, en quoi consiste cette concrétisation en cours de construction d'une justice climatique pour le patrimoine culturel côtier et marin. L'étude du cadre juridique applicable dans le contexte des changements climatiques au patrimoine culturel côtier et marin révèle un besoin urgent de justice. Si la voie du prétoire apparaît salutaire, elle ne saurait être la panacée et servirait davantage à inspirer des développements normatifs futurs. La progression de la justice climatique impliquera en effet des négociations dans les enceintes des forats internationaux compétents. D'abord, le contentieux comme levier de justice climatique pour la culture est une stratégie prometteuse mais insuffisante. Face à l'insuffisance de l'effort climatique, tant les auteurs que les justiciables ont considéré le levier du contentieux pour mettre en cause les émetteurs et rechercher la réparation. Ces voies permettraient d'appréhender la menace pesant sur le patrimoine culturel côtier et marin en particulier. Par le recours aux normes primaires et à la lex generalis en matière de réparation, l'on peut envisager des requêtes interétatiques contre les manquements aux accords climatiques, aux principes coutumiers de prévention ou encore aux conventions liées au patrimoine culturel. L'interprétation récente du Tribunal international du droit de la mer ouvre la voie à de telles actions devant lui, par exemple. Les victimes d'atteintes aux droits humains pourraient, après épuisement des voies de recours internes, saisir aussi les mécanismes supranationaux. Les récentes avancées encourageantes, à l'image des affaires des îles Torres et des aînés pour le climat, confirment que des initiatives au sujet des droits de l'homme et, par extension, du patrimoine culturel côtier et marin pourraient aboutir, à titre hypothétique, d'autant plus que la première de ces affaires a justement retenu une entorse aux droits culturels de populations autochtones insulaires et prononcé des mesures de réparation. Pour autant, le recours au juge international pour soutenir la culture côtière et marine face au changement climatique rencontrerait des limites. Non seulement cette voie dépend de l'acceptation volontaire de la compétence de ces instances, mais ses conséquences devraient être relativisées en raison des écueils dans la mise en œuvre des décisions. L'absence d'affaires contentieuses interétatiques sur la question des obligations climatiques est loin d'être anodine à ce jour. Par ailleurs, la lex generalis n'offre qu'un cadre limité, fondé sur une approche bilatérale, pour appréhender les questions de responsabilité et de réparation se rattachant à l'intérêt commun de l'humanité que représente la question du patrimoine culturel côtier et marin. Ainsi, il y aurait une certaine lacune en l'espèce. Le contentieux climatique prospère davantage devant le juge interne où les requérants ont obtenu satisfaction sur une grande variété de revendications, notamment la carence étatique dans l'atténuation, l'adaptation ou encore à l'égard de la protection des droits de l'homme. De ce fait, des futures affaires ayant trait au patrimoine culturel marin et côtier pourraient se développer dans les ordres juridiques nationaux et, sur la base de la jurisprudence établie,
dépasser les lacunes de la mise en œuvre et l'ambiguïté au sujet des pertes et préjudices. Le contentieux climatique domestique permettrait in fine de faire fonctionner un quasi loss and damage compensatory response. Néanmoins, le recours au juge national fait aussi face à des écueils. D'abord, s'appuyer sur les juridictions internes pour assurer l'effectivité du droit international et la réparation concrète des dommages culturels pose des problèmes d'équité. Cela conduit, in fine, à faire peser la responsabilité sur les gouvernements des pays vulnérables et frappés par les conséquences des changements climatiques. En outre, l'inadéquation des mesures non pécuniaires offertes en réparation de préjudices non économiques, tels que les pertes culturelles, constitue une question épineuse. La recherche contentieuse de responsabilité climatique implique également d'envisager des questions complexes d'attribution et de causalité, et les juridictions ne seraient pas les instances les plus légitimes pour traiter de ce problème global et de ses conséquences. En outre, les juges, pour ne pas outrepasser leur fonction judiciaire, tendent à faire preuve de réserve dans leurs indications de réparation. En somme, la véritable force des requêtes contentieuses et des avis consultatifs serait de montrer la voie pour développer le droit, et non de remplacer les négociations internationales. Le contentieux serait ainsi une piste pertinente pour faire avancer la justice climatique en matière de pertes et préjudices sur le patrimoine culturel côtier et marin. Mais pour dépasser ces aléas, il faudra envisager des actions au-delà du prétoire, dans le cadre des forats de négociation. Ainsi, la nécessité de développement normatif futur pour une concrétisation de l'appréhension équitable de la culture face à la crise climatique s'impose. La réalisation de la justice climatique pour le patrimoine culturel exige un approfondissement du droit qui dépend de la volonté des États de négocier. Différentes directions sont envisageables à ce jour. Pour des raisons de temps, je ne peux être exhaustive ici, mais tout d'abord, nous pouvons considérer l'inclusion du patrimoine dans le cadre climatique qui contribuerait à sa protection. Plutôt que d'imposer des obligations contraignantes et précises, il serait adéquat, dans une approche bottom-up, de formuler un devoir d'inclure le patrimoine dans les cadres nationaux et les normes internationales adoptées au sujet du climat. Les États pourraient conceptualiser des cadres de participation des parties prenantes et il pourrait être exigé qu'ils rendent compte, par le reporting, de l'inclusion de ces questions culturelles et humaines dans leurs contributions nationales. Le droit international appréhende par ailleurs davantage le patrimoine culturel comme victime des changements climatiques. Les rares développements pour le valoriser restent recommandatoires et la société civile et les auteurs s'accordent pour souligner l'importance de promouvoir la culture comme ressource pour l'action climatique. À cet égard, l'appel en faveur d'une action climatique fondée sur la culture, lors de la COP28 l'année dernière, est un signal encourageant. Dans tous les cas, cette formalisation d'obligation servirait de fondement additionnel pour renforcer l'ambition. Par ailleurs, il est impératif de régir les pertes et préjudices, notamment en matière de questions culturelles. De futures négociations pourraient renforcer le cadre climatique par l'instauration d'une autorité apte à sanctionner les États en cas de manquement. Ou encore, on peut s'appuyer sur les initiatives récentes en faveur d'un fonds d'indemnisation sur la base de contributions volontaires et veiller à ce que soit saisie la réparation des préjudices sur le patrimoine marin et côtier face à la multiplication des catastrophes brutales et à l'aggravation des phénomènes lents comme la montée des eaux. Plutôt que d'introduire la sanction dans le régime climatique, il serait davantage concluant de conserver son modèle de supervision non conflictuelle et de l'étendre à l'appréhension des pertes et préjudices, des droits humains ou de l'assistance. Il faut envisager une approche de la justice climatique tournée vers l'avenir et la solidarité plutôt que sur l'attribution des responsabilités. Enfin, l'essoufflement du multilatéralisme fait du renforcement de l'ordre juridique international dans son ensemble une nécessité indéniable. Il serait loisible de considérer la négociation d'un accord pour assurer une protection du patrimoine dans sa globalité et d'une convention pour une appréhension holistique de l'environnement face aux crises globales qui le menacent. Par le jeu de l'intégration systémique, ces normes contribueraient à la protection du patrimoine et du climat et à la réparation des préjudices. L'étendue du champ de protection des droits de l'homme par la reconnaissance d'un droit à un environnement sain contribuerait, quant à elle, à élargir l'arsenal utilisé par les justiciables et à penser une justice climatique globale, dépassant les dynamiques verticales classiques et organisant une responsabilité cosmopolitique en faveur du patrimoine, du climat, de l'environnement global. Enfin, la formalisation plus affirmée de droits pour les générations futures ouvrirait la voie à une gouvernance globale et ouverte aux considérations d'avenir. Ces multiples réformes de l'ordre juridique international permettraient, par ruissellement, de nourrir tant les processus de protection du patrimoine marin et côtier que la gouvernance de l'enjeu climatique.
En conclusion, le champ des possibles est ouvert pour penser une justice climatique solidaire et tournée vers l'avenir. La pérennité du patrimoine côtier et marin, dans l'idéal, et la justice pour les communautés affectées par sa disparition, dans le pire des scénarios, en dépendent. Je vous remercie pour votre attention.